Alors voilà, on se retrouve donc pour la seconde vidéo sur les cycles à vapeur. Dans cette vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin dans notre analyse et on va commencer par étudier un petit peu les limites et les contraintes sur un cycle à vapeur. Alors ici, ce qu'on a devant nous, c'est le diagramme TS qui représente le cycle à vapeur, hein, et on a donc ici le point 1 et le point 2 qui sont presque confondus, si vous vous souvenez, parce que en fait, on a une compression qui se passe ici à l'état, on passe de l'état de liquide saturé à l'état de liquide sous-refroidi. Et comme l'eau est presque incompressible, eh bien, ces deux états sont très difficiles à différencier. On peut faire plusieurs hypothèses, on le reverra dans les exercices. On peut soit dire, OK, la pompe est une isotherme, parce que en fait, il y a une très très faible variation de température, et c'est surtout la variation de pression qui joue. On peut aussi faire une hypothèse d'isentropique pour dire, voilà, en fait, il y a pas de frottement et la pompe est très bien isolée. Et même en faisant une isentropique, on verra de toute façon que sur un fluide, en fait, il n'y a presque pas d'élévation de température. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles, mais donc sur ce graphe-ci, la partie compression n'est pas représentée, on les a confondues parce qu'en fait, on n'arrive pas à les différencier quand on prend une vue générale. Il faudrait faire un zoom en fait sur cette partie-là. On va après avoir de la partie, donc du point 2 jusqu'au point 3, en fait, on va avoir le passage dans la chaudière qui, lui, va se faire de manière, ici, on va prendre une isobare, hein, parce qu'on va négliger toutes les pertes par frottement, et donc on va passer du point 2 au point 3 par cette isobare. On va d'abord avoir un échauffement pour le liquide, et puis un changement d'état de liquide à vapeur, et puis une surchauffe pour la partie vapeur. Du 3 au 4S, on a en fait une détente qui est ici représentée, qui est la détente idéale isentropique, et on a le point 4 qui, lui, en fait, se trouve sur la même isobare, et ici, vu qu'on est sous la cloche, sur la même isotherme, en fait, que le point 4S, mais ce point 4, lui, a une augmentation d'entropie, donc c'est-à-dire que ici, pour le point 4, on a considéré une transformation qui n'était pas idéale et qui avait des frottements, et on pourrait même voir, dans certains cas, qu'on considère un certain échange de chaleur, une certaine perte qui pourrait être là. De 4 à 1, on se retrouve dans le condenseur, qui est là l'autre échangeur de chaleur, et dans le condenseur, on va passer ici d'un état qui est un état de vapeur saturée humide, mais on verra par la suite, on aurait très bien pu s'arrêter un petit peu avant et se retrouver en dehors de la cloche, hein, parce que l'isobare, en fait, une fois qu'on sort de la cloche, elle remonte un petit peu. Mais donc, en tout cas, on va se retrouver sur l'isobare, et ici, en tout cas, ce qui est illustré, l'isotherme du point 1. Et donc, le point 4 et le point 1 sont sur la même isobare. Alors, comment est-ce que les points de ce cercle, de ce diagramme sont fixés pour un cycle à vapeur? Eh bien, on va commencer par le plus simple, en fait, qui est le point 3, où en fait l'enthalpie du point 3 et au final enfin, tout le point 3 est déterminé en fait par les résistances mécaniques. Hein, parce que le point 3 c'est en fait ce qu'on va appeler la vapeur vive, le point du cycle où la vapeur est à la température et à la pression la plus haute. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est ce point de vapeur vive, le point juste avant d'entrer à la turbine? Eh bien en fait, il est limité par des contraintes qui sont ici techniques, technologiques. En fait, on ne va pas pouvoir avoir une turbine qui fonctionne à des températures euh, très élevées pendant, avec des pressions très élevées pendant très longtemps, vu que ce sont des machines qui fonctionnent de manière permanente. Hein. Et donc, typiquement, à l'heure actuelle, on va se retrouver avec des pressions et des températures de vapeur vive de l'ordre de entre 20 et 40 bars, on va dire, et entre 450 et 600 degrés Celsius pour les pressions et températures de vapeur vive. Ça dépend vraiment des technologies, et donc vous verrez sur plusieurs modèles des pressions et des températures plus basses, ou aussi par exemple des chaudières différentes, notamment bien, quand on a une chaudière à charbon avec une flamme, on pourrait monter à des températures bien plus élevées que les 550 degrés évoqués, mais par exemple dans une centrale nucléaire, à neutrons refroidis, l'eau est utilisée aussi bien comme caloporteur que comme modérateur, et donc on ne peut pas dépasser une certaine limite de température, et donc le cycle à vapeur qui est associé à une centrale nucléaire est généralement un peu moins performant en termes de rendement. Mais comme de toute façon, il n'y a qu'une infime partie de l'uranium qui est transformée, on accepte cette contrainte sans aucun problème. Alors, donc ça c'est pour le point 3.
L'autre point qu'il est intéressant de regarder, ben, c'est le point 1 et 2. En fait, oui, j'ai inversé malheureusement les couleurs, donc je vais vite corriger ça directement. Hop. Donc bien sûr, le point 1, 2 est ici en bleu et le point 4 et 4S sont ici en vert. Voilà. Alors ici donc on a le point 1, 2 et ça, le point 1, 2 en fait, il est complètement fixé. Alors pour le point 2, il est complètement fixé à cause du point 3 et le point 1, lui on le verra, il est complètement fixé à cause du point 4. Donc le point 2, en fait, lui est fixé à cause du point 3, parce qu'en fait, de 2 à 3, on ne va pas avoir de variation de pression. On verra par la suite, il y a une très faible variation de pression à cause des frottements, mais donc ici, si on est limité par la pression qu'on peut atteindre en entrée de turbine, eh bien, on va être limité du coup au point 2, qui est la sortie de pompe. Donc si on ne peut pas ici avoir en 3 une pression plus grande que 30 bars, eh bien on ne va pas avoir une pression de 80-90 bars au point 2, même si là, au point 2, vu que la température est basse et qu'on se trouve à l'état liquide, il n'y aurait vraiment pas de souci à maintenir de telles pressions, voire des pressions plus élevées. Et donc ici, on va plutôt donc être contraint par la contrainte en 3 pour le point 2 pour sa pression. Le point 1, c'est un peu la même histoire, en fait, c'est la pression du point 4 qui va fixer celle du point 1 parce qu'à l'intérieur du condenseur, eh bien, c'est aussi une isobare. Hein, donc ici, dans les deux échanges de chaleur, le point 3 est limité en température et pression et donc le point 2 est limité en pression. Le point 4 est limité en pression également et donc le point 1 en fait a sa pression qui dépend ici du point 4. Et on va voir que le point 4, lui, est limité par l'extérieur. Et donc en fait ici, on a au point 1 une pression qui est fixée. Et comme cette pression est fixée et qu'on est à l'état de liquide saturé, donc X égale 0, donc on est sur le bord de la cloche, comme vous le savez, sur le bord et à l'intérieur de la cloche, à chaque fois qu'on impose la pression, la température est imposée par la même occasion. Et inversement, quand on impose la température, la pression est imposée par la même occasion. Hein, rappelez-vous, l'exemple qui était donné, c'était tiens, l'eau, elle bout, donc elle change d'état à 100 degrés pour une atmosphère. Ah tiens, l'eau pour une atmosphère, elle bout à 100 degrés. Et donc ça, c'est toujours lié. Pression et température sur et à l'intérieur de la cloche. Le point 4, lui, il est fixé par quoi? En fait, eh bien, c'est pas une limite technique ou technologique. C'est une limite qui est une limite, on va appeler naturelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la température de la source froide qui va fixer le point 4. Pour le point 3, la source chaude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir par exemple dans une chaudière charbon, on pourrait monter à des températures beaucoup plus élevées, des températures de flamme plus élevées, mais on ne peut pas à cause de la technologie. Ici au point 4, en fait, eh bien là c'est la nature, donc on va au point le plus bas qu'on puisse. Alors pour rappel, eh bien c'est quoi la source froide? Ben, c'est la source à laquelle on va rejeter la chaleur. Si vous prenez l'exemple de la centrale de Tihange, vous rejetez la chaleur soit dans la Meuse, mais principalement, vous allez rejeter votre chaleur dans une tour de refroidissement. Et la tour de refroidissement, du coup, vous ne choisissez pas sa température, elle est imposée par la température de l'air extérieur. Et donc, c'est une limite qui est naturelle parce que la source froide, elle est naturelle. On va le voir par la suite, le but pour augmenter le rendement du cycle, ce serait, et ça c'est aussi Carnot qui nous le dit, hein, si on dit le rendement de Carnot, c'est 1 moins température source froide sur température source chaude, eh bien le but c'est d'avoir la température de la source chaude la plus élevée possible. Là, on a des limites technologiques et la température de source froide la plus basse possible. Et bien là, c'est la limite naturelle où on ne trouve pas une source froide qui est enfin, on ne choisit pas la température de la source froide, elle nous est imposée par les conditions extérieures. Alors pourquoi est-ce que je dis, tiens, mais c'est la température extérieure qui est imposée? Eh bien, en fait, là, ça demande un tout petit peu plus de réflexion que ce qu'on vient de faire pour les autres points. Eh bien, en fait, ici, si on regarde ce point 4, si on réfléchit un petit peu, eh bien, c'est le point avec lequel je vais venir échanger ici la chaleur avec la source froide. Et on voit en fait que, en tout cas sous la cloche ici, c'est une isotherme. Et donc si je repars un petit peu à ma compréhension de ce qu'est un cycle, pour rappel, un cycle moteur, eh bien j'ai une température de source chaude
qui va venir échanger de la chaleur, amener de la chaleur avec mon cycle, et en fait un flux de chaleur qui va être entre mon cycle et la source froide, et de ce transfert qui existe entre les deux, je vais pouvoir produire un travail moteur. Ok? Eh bien, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a toujours du coup un écart entre la température de la source chaude et la température max de votre cycle, ou un écart entre la température de la source froide, ici, et la température la plus basse de votre cycle. Donc ici, si je devais le représenter, j'aurais ici quelque chose, hop, un écart de température, un petit delta T, et ici un autre petit delta T. Ok, donc en fait, le point le plus froid de mon cycle, ça va être ma température de source froide. Donc ça va être égal à ma température de source froide plus un petit delta T. Ok, pourquoi? Parce que dans un échangeur de chaleur, il y a échange de chaleur quand il y a une différence de température. Vous verrez ça bien plus en détail au second semestre dans le cours de mécanique des fluides et transfert de chaleur. Mais donc, il vous faut un écart de température pour qu'il y ait un échange de chaleur. Et plus l'écart de température est grand, bien plus l'échange de chaleur est grand. Mais donc, en fait, plus l'écart de température diminue, moins vous échangez de chaleur. Et donc, si au départ, vous avez une différence de température de 40 degrés et que vous passez à une différence qui n'est plus que de 20 degrés, votre échange il est 2 fois moins bon. À 10 degrés, 4 fois moins bon. À 5 degrés, il va être 8 fois moins bon, et ainsi de suite. Et donc, en fait, il est de moins en moins bon. Et donc, pour avoir un échange de chaleur dans lequel vous auriez, par exemple, une température qui est équivalente, eh bien, vous auriez besoin d'un échange de chaleur quasiment infiniment long. Donc cette plus petite différence de température qu'on peut avoir dans un échangeur de chaleur, c'est ce qu'on appelle le pincement. Et si vous voulez, à partir du moment où vous avez un pincement de quelque chose comme 4-5 degrés, si vous voulez encore réduire celui-ci de moitié, il va vous falloir un échangeur qui est 2 fois ou 3 fois plus grand. Et donc, en termes de coût d'investissement, en termes de perte de charge que cet échangeur de chaleur va générer dans votre système, ça va devenir de plus en plus contraignant. Et donc, il faut se dire que les meilleurs échangeurs de chaleur à l'heure actuelle, ils vont peut-être avoir des écarts de température qu'on va appeler donc cet écart de température, ce plus petit écart de température dans l'échangeur, on appelle ça le pincement de l'échangeur. Eh bien, ils vont avoir des pincements de l'ordre de grandeur de quelques degrés. Okay, mais donc, on ne descendra pas plus bas que ça. Tout ça pour vous dire que donc, si l'air extérieur est par exemple à, pour le moment, il fait à peu près 10 degrés dehors, eh bien, vous pouvez espérer refroidir votre vapeur à quelque chose comme 15-20 degrés. Ah, mais donc si je refroidis à 15-20 degrés, eh bien, si vous vous souvenez ce qu'on avait dit pour les tables, eh bien, si je refroidis à 15-20 degrés, eh bien, pour les tables, ça va me donner une pression. Je vais aller voir dans la table parce qu'en fait, dans le condenseur, je suis saturé, généralement. Eh bien, je vais aller voir, hop, quelle est ma température, ma pression de saturation pour une température de 15 degrés Celsius, et vous aurez votre pression. Une pression qui ici est beaucoup plus basse que la pression atmosphérique. Ça, c'est l'avantage du cycle à vapeur. Comme on n'a pas de référentiel, vu qu'on est un cycle qui est fermé, il n'y a pas de référentiel de pression, entre guillemets, on peut mettre n'importe quelle pression vu qu'il se moque de ce qu'il y a à l'extérieur, eh bien, on peut descendre à des températures qui sont plus basses que l'atmosphère. On verra que ce n'est pas le cas, par exemple, dans une turbine à gaz qui, elle, a une cheminée ouverte sur l'atmosphère, et donc la pression de sortie de turbine à gaz est forcément la pression atmosphérique vu qu'on le rejette dehors. Ok, donc ici, on a une pression qui est de l'ordre de quelques millibars à l'intérieur de la turbine à vapeur. On peut donc regarder ici pourquoi est-ce que je dis que c'est très important d'avoir une température de source froide la plus basse possible. Eh bien, en fait, ici, je prends par exemple un point qui est un point 4' et qui est en fait dessiné ici comme la température d'été. Là, je viens de vous parler de 15 degrés Celsius et donc une pression associée ici. Et ici, je vais vous mettre, hop, on a quelque chose qui est ici dans le TS qui est en fait ici par exemple 25 degrés Celsius en se disant ok, enfin, on va même être très généreux, on va dire ok, il fait 30 degrés dehors, je suis à 35 degrés Celsius. Et bien donc si je suis à 35 degrés Celsius, je vais sortir de ma turbine à une pression de saturation, à une température de saturation qui correspond à la courbe rouge ici.
Et je vois en fait que la partie grisée, ici j'ai exagéré vraiment la zone, hein. S'il n'y a que 20 degrés de différence, vous imaginez bien que si de 1 à 3, vous avez une différence de température de 500 degrés, ici de 4 à 4', vous n'avez pas une différence de 20 degrés, quoi. Et donc ici, ce que j'ai représenté, la zone grisée ici, eh bien c'est un manque à gagner, c'est une partie de travail moteur que vous n'allez pas faire avec votre cycle si vous devez travailler avec une température de source chaude qui est plus haute que la température ici actuelle. Si vous travaillez avec 35 degrés plutôt qu'à 15 degrés. Donc effectivement, on pourrait dire, ça peut paraître un peu contre nature, mais que ce type de cycle va être plus performant lorsqu'il fait froid que lorsqu'il fait chaud. Alors, la contrepartie, vous le verrez, c'est quoi? On se dire, tiens, mais comment ça se fait que ça fonctionne mieux l'hiver que l'été? Du coup, faut pas oublier que aussi, ce qu'on va avoir, c'est dans les endroits où il y a la chaudière, etc. En hiver, vous risquez d'avoir plus de pertes de chaleur sur tout le reste du circuit, et donc les pertes de chaleur vont peut-être être plus importantes, et probablement que ce sera le cas, en tout cas au plus fort de l'hiver, et bien que les pertes de chaleur sont au final plus importantes que le gain que vous pouvez faire ici en augmentant un tout petit peu, en diminuant un petit peu la température de source froide et donc en augmentant votre détente. Ok, j'espère que c'est assez clair pour vous. C'est une notion qui est un peu plus compliquée que les deux autres, mais donc ici on a bien à chaque fois la température de source froide qui impose la fin, donc la pression de sortie de notre turbine. Hein, parce que j'aurais pu aussi dire, mais tiens, mais si, et c'est aussi l'autre exemple de dire ce qui est en rouge, c'est de dire, mais tiens, j'ai intérêt à modifier mes paramètres en me disant, mais tiens, si je tourne tout le temps avec ma courbe rouge, bah là je suis sûr que ça fonctionnera tout le temps, là je mets 40 degrés et ça fonctionne en permanence. Eh bien non, j'ai un intérêt à essayer de modifier mes réglages pour faire descendre ma pression plus bas et pour pouvoir atteindre cette température ici qui peut être plus basse et de travailler à la température la plus basse possible. Si je regarde un petit peu ce que ça donne dans un diagramme HS, hein, donc pour rappel, le diagramme HS, c'est un petit peu comme le diagramme TS, mais légèrement modifié. Ici, quand même beaucoup plus modifié que dans le cas d'un gaz, parce qu'on va justement retrouver cette cloche et toutes les courbes ici qui sont les isothermes. Ok, eh bien, le 3, mon point 3 et son enthalpie va être limité. Bah, par exemple, ici, je dis OK, 550 degrés max. Bah, ça veut dire que je vais avoir le croisement entre cette courbe rouge et après, eh bien, je vais dire la pression, quelle est ma pression max? Ici, bah, c'est une pression en mégapascal. Donc ici, ça c'est 200 bars. Là, c'est 100 bars. Et donc, on va se retrouver, ça c'est des pressions qui sont bien trop élevées, et donc on va se retrouver plutôt quelque chose qui va être ici, je n'ai plus les lectures, mais donc elles sont, hop, ici, allez, on va dire entre 20 et 50 bars, et donc on va se retrouver dans cette zone-ci. Hein, si je devais le représenter, on va être, donc ici, ça c'est 50 bars et 20 bars, on va se retrouver quelque part ici. Ok, ça c'est la zone qu'on essaye de viser. Alors, l'autre chose, bien le 1, comme je vous ai dit, ben ça c'est imposé par la source froide. Et là, du coup, on va regarder ici l'isobar de la source froide. Ok, et ici, ben, vous voyez donc hein, que ici on a l'isobar qui croise toutes les isothermes. Et donc on est entre 40 et 20 degrés, hein, les 35 degrés que j'évoquais tout à l'heure. Et donc on doit se retrouver sur cette courbe-ci. On a une autre limite hein, qui est ici représentée en vert. Qu'est-ce qu'elle nous impose comme limite? Ça, c'est sur ce point 4, il y a une contrainte qui est une contrainte qui là n'est plus naturelle, mais qui est technologique, de dire que, en fait, si vous voyez sous la cloche ici, ça c'est à chaque fois tout des x. Ok, et ici, en fait, en vert, on représente le x égale 0,88. Hein, c'est une valeur que moi je prends ici comme référence, mais qui dépend vraiment de chaque technologie. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit, tiens, mais en fait je vais finir ma détente, donc en fait je vais avoir une détente qui va ressembler à quelque chose comme ceci ici, hein. Donc je vais essayer de le représenter plutôt avec le fluo. Donc je vais avoir une détente qui va ressembler à, hop, ceci, et s'arrêter là. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas détendre? Donc ça c'est vraiment ma limite max, hein. J'aurais pu dire, ok, je pars de quelque chose comme ceci ici et je vais descendre là. Ben, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça? Ben, parce qu'en fait,
si je suis en dessous de la courbe verte ici, je vais avoir un x qui est plus petit que 0,88. Et c'est quoi ce 0,88? Pourquoi est-ce que je dois faire attention à mon x? Pour rappel, le x, c'est la fraction de vapeur que j'ai dans mon mélange liquide-vapeur. Plus cette fraction est grande, plus j'ai de la vapeur, mais plus elle est petite, plus j'ai du liquide. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si je vais trop bas dans la cloche, je vais avoir plus de liquide. Et quand j'ai du liquide, qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait, ça forme des gouttelettes. Et le x égale 0,88, c'est le moment où la taille des gouttelettes et leur nombre devient beaucoup trop gênant pour la turbine. Hein, parce que vous imaginez bien qu'une turbine qui fonctionne, ce sont des pales qui tournent à haute vitesse, avec un gaz qui vient frotter les pales de cette turbine. Eh bien, un gaz qui vient frotter, donc il y a de la vapeur, les pales de cette turbine, il n'y a pas de souci. Par contre, lorsque vous avez des gouttelettes et qui deviennent trop importantes, en fait, les gouttelettes, elles vont venir impacter la turbine, faire à chaque fois des petits impacts. Et ces petits impacts, au fur et à mesure, risquent d'éroder vos ailettes de turbine et donc de les abîmer. Alors en fonction des constructeurs, etc., il y en a peut-être qui vous diront, OK, moi j'arrive à descendre à 0,85 ou 0,86, mais en tout cas, vous pouvez retenir que le 0,88, c'est un petit peu une moyenne qui est donnée par beaucoup. Et donc, au-delà de ce 0,88, on ne veut pas faire de détente parce qu'on risque d'abîmer beaucoup trop rapidement les derniers étages d'ailettes de votre turbine. Ok, donc ça c'est pour regarder un petit peu, essayer de trouver euh, un point sur lequel je peux fonctionner avec ma turbine en montant toutes les contraintes. Alors on va regarder dans un autre type de diagramme. Ici, hop, je vais prendre le rappel. Ah oui, j'efface vite ce que je viens de vous montrer. Hop, ici donc, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, ça, c'est exactement ce que je viens de vous redire, hein. Donc, c'est je cherche une température de qualité de vapeur vive, donc une température, une pression les plus élevées possible. Je regarde en fait pour calculer ma détente ici grâce au point 4S. Ok, et donc, si je connais mon rendement anthropique, isentropique de turbine, je peux recalculer un point 4 qui est ici. Hein, et j'essaye donc que ce point soit sous la cloche, mais supérieur à 0,88. Ok? Donc ça, c'est un petit peu comment est-ce que je fais pour dimensionner, entre guillemets, ma turbine. Voilà donc pour les limites. On peut regarder maintenant un petit peu une analyse énergétique globale de notre turbine. La dernière vidéo vous montrait comment calculer le rendement du cycle à vapeur en disant, OK, le rendement du cycle à vapeur, c'est ce qui est ici encadré en rouge, c'est-à-dire que ce rendement, en fait, encadré en rouge, encadré ici en bleu, donc le rendement du cycle, c'est quoi? Eh bien, c'est ma puissance motrice. Donc ça, c'est la puissance motrice, c'est ce que je récupère en fait à la turbine ici, divisé par ce que j'ai à la chaudière, donc c'est-à-dire le débit de vapeur fois H3-H2. Et pour rappel, la puissance motrice ici, eh bien ça c'est ce qui est récupéré à la turbine, donc c'est égal à mon débit de vapeur fois H4 moins H3. Comme H4 moins H3 est négatif et que je parle en termes de puissance, une puissance, on prend toujours une valeur absolue, eh bien je dois écrire moins le débit de vapeur fois H4 moins H3. Ça, c'est mon rendement de cycle, c'est ce qu'on avait justement essayé de définir en disant, mais tiens, c'est ce que je produis à la turbine divisé par ce que je paye à la chaudière. Ok? Eh bien, on peut regarder un rendement total un peu plus détaillé, donc c'est-à-dire qui considère plus toute la chaîne, et de dire, oui, mais en fait ici, ma production de vapeur, qu'est-ce qu'elle m'a coûté? Eh bien, la production de vapeur, qu'est-ce qu'elle a coûté? Eh bien, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu l'année passée, normalement, en cours de chimie. Eh bien, la quantité de chaleur que la vapeur a reçue, ben, ça, c'est le débit de vapeur fois H3 moins H2. Et la quantité, en fait, de chaleur qui a été libérée par la combustion, eh bien, c'est le débit de combustible fois son PCI. Ok? Et ici, donc ça, le débit de combustible, donc là, la différence ici entre ce que la vapeur va recevoir et ce que le débit de combustible va libérer comme énergie, eh bien, ça prend en compte trois types de pertes, parce qu'en fait, dans votre combustion, vous dites, tiens, mais en fait, moi, ma combustion,
ce que je pense qu'elle va donner, c'est le débit de combustible fois le PCI, donc son pouvoir combustivore, eh bien, vous allez effectivement transmettre une partie, mais il y a aussi une partie qui vont être des pertes. Des pertes aux parois, parce que votre chaudière, même si vous essayez de bien l'isoler, elle va perdre de la chaleur par ses parois. Des pertes à la cheminée, parce qu'en fait, le gaz, il ne va pas ressortir avec la même température que celle qu'il est entré, et donc forcément, il y a une perte là. Et aussi une partie d'imbrûlé, parce qu'il y a une partie du gaz que vous allez injecter qui va mal brûler, qui va soit produire du CO, etc. Et donc, il ne va pas libérer son plein potentiel de PCI. Et donc, ces trois types de pertes vont faire que ici, vous allez avoir un rendement qui est inférieur à 1. Dans les bonnes chaudières, on va s'en approcher, hein. On va avoir des rendements de 97, 98, 99%, quelque chose ainsi, dans les très bonnes chaudières. Mais ça va vous faire perdre quand même un peu d'énergie. Donc là, je vous ai parlé du cycle, le rendement du cycle. Et le dernier type de rendement, eh bien, une fois que vous avez une puissance ici délivrée à l'arbre de votre turbine, vous devez encore la transformer en production d'électricité. Et donc, il va vous falloir une conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Et ça, c'est ce qu'on va appeler en fait PE sur PM. Donc, c'est la puissance électrique sur la puissance mécanique. Et ça, eh bien, c'est le rendement mécanique. Et donc, le rendement total de votre cycle, c'est quoi? Eh bien, c'est le rendement mécanique fois le rendement du cycle fois le rendement du, ici, gène, c'est pour générateur de vapeur. Ok, et donc ça, c'est l'expression de votre rendement total. Si je voulais le regarder de manière brute, et c'est justement ce que verrait, entre guillemets, quelqu'un qui regarde juste la centrale comme une boîte noire, eh bien lui, ce qu'il va regarder, c'est qu'est-ce que j'ai comme électricité qui est produite, divisé par qu'est-ce que je paye comme carburant, qu'est-ce que je paye comme combustible. Bien donc, ce rendement qu'on voit comme une boîte noire, vous voyez qu'en fait, c'est trois éléments. Un rendement mécanique, donc qui est transformation d'énergie mécanique en électrique. Un rendement de cycle, qui est transformation en fait de chaleur reçue en travail mécanique. Et le dernier qui est un rendement de combustion, en fait, transformation de l'énergie chimique en chaleur réellement transmise à la vapeur. Ça, c'est pour le rendement total du cycle. Alors, si je dois analyser justement là, juste quelles sont les pertes, les pertes mécaniques, c'est la puissance électrique moins la puissance mécanique. Les pertes, eh bien, pour le rendement du cycle à la source froide, eh bien, ça, c'est quelle quantité d'énergie je vais finalement rejeter à ma source froide. Je peux aussi ici donc essayer de le chiffrer en disant c'est mon débit de vapeur fois le travail moteur moins en fait mon débit de vapeur fois ce que j'ai reçu à la source chaude. Hein, parce que pour rappel, eh bien, la source froide, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal au travail. Enfin, ici, ça va être une perte, donc ça doit être négatif, et donc ça va être le travail moins, en fait, ici, ma source chaude. Ok? Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? Oui, ici, du coup, j'ai oublié, c'est le travail en valeur absolue. Parce qu'une puissance mécanique, c'est toujours positif. C'est toujours une valeur absolue. Donc ici, c'est mon débit de vapeur fois le travail, valeur absolue de ça, moins mon débit de vapeur fois la chaleur reçue à la source chaude. Et donc, j'aurai ici quelque chose qui est bien une puissance négative pour ma perte. Alors, les pertes au générateur de vapeur ou à la chaudière, ça, c'est qu'est-ce que j'ai reçu ici à la chaudière. Donc, ça, c'est ce que ma vapeur a reçu, mv fois H3 moins H2, moins ce que j'ai donné au combustible. Donc ça, c'est le débit de combustible fois son pilier. Là, à nouveau, ça va vous donner quelque chose qui est plus petit que 0. Les pertes sont à chaque fois négatives. OK? Alors, qu'est-ce que je peux regarder? Eh bien, on va regarder maintenant ensemble un exemple réel des performances qu'on peut obtenir sur un cycle à vapeur. Alors là, ici, c'est un cycle à vapeur qui est peu performant, qui n'a pas un très 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 bon rendement. Pourquoi? Parce que c'est des chiffres que j'ai repris d'une installation qui est un peu plus âgée et surtout, en fait, c'est une petite installation. Plus vous avez des grandes installations, généralement, plus elles sont performantes parce que vous avez des gains d'échelle, en fait, hein. Vous avez proportionnellement, moins de pertes pour une chaudière et un cycle qui a une grande puissance. Parce qu'elles ne sont pas, en fait, la puissance augmente en volume et donc elle augmente au cube, entre guillemets, de la taille de vos éléments, alors que la surface d'échange de perte n'augmente qu'au carré de la taille de vos éléments. Et donc, rien que comme ça, on voit qu'il y a effectivement un gain à avoir des installations un peu plus grandes.
Alors, ici, ça c'est pour vous donner, ça c'est l'état de référence, donc ça c'est l'état extérieur, entre guillemets. Quelles sont les conditions, hein. Et donc, ici, vous avez une référence qui est donnée à 15 degrés. Le premier état de votre cycle 1, lui, il est du coup à une température de 30 degrés, une pression en fait qui est de 4,25 kilopascal, hein. Donc, des kilopascals, pour rappel, un hectopascal, c'est un millibar, et donc ici, des kilopascals, c'est 10 millibars, et donc ici, vous avez une pression de 42 millibars, hein. Donc ça, bah, vous vous rendez bien compte que ça, c'est une pression qui est vraiment très très faible. Ici, ben, on vous dit que ça c'est x égale 0, donc effectivement, à la sortie de pompe, comme on l'avait dit, ben, je suis à l'état de liquide saturé. J'ai une très faible enthalpie, une très faible entropie. Entre le point 1 et 2, vous voyez que les chiffres réels, quand je vous avais dit que c'était presque une isotherme, ben, on passe de 30 degrés à 30,3 degrés une fois qu'on a été comprimé. Ok, et donc ici, ben, vous devez faire, pour l'avoir en bar, vous devez faire x 10, et donc c'est 44 000 millibars, donc 44 bars. Ok, et donc ici, ben, j'ai 44 bars. Une enthalpie de 130 kJ par kilo. Je suis quasi sur une isenthalpique au final. Et en tout cas, je suis vraiment très très proche de l'isentropique, hein. Ici, pour le point 3, la vapeur vive, elle est à 520 degrés. Et puis là, elle n'est qu'à 40 bars. Tiens, c'est bizarre, mais comment ça se fait que je passe de 44 bars à 40 bars? Eh bien, effectivement, ça, c'est dû à toutes les paires de charges. Alors ici, on a une vieille installation, donc les pertes de charge sont relativement élevées, mais donc ici, on perd moins de 10% de la pression. Et en fait, monter à 44 ou 46 ou 48 bars, on le verra plus en détail lors des séances d'exercice, mais et on va le voir juste après dans les résultats. En fait, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, en fait, parce qu'on est en train de comprimer un liquide, comme on l'avait déjà vu lors de l'introduction. On fait une intégrale de VDP avec un V qui est tout petit. Par contre, là, on voit qu'en fait, en 3, eh bien, j'ai une enthalpie qui est vachement plus élevée. Et donc, pourquoi? Ben, parce que je suis beaucoup plus haut en température et aussi que j'ai changé d'état. Et donc, une entropie plus élevée. Et puis, alors, pour le point 4, ici, eh bien, on voit que le point 4 est à 33 degrés. Ah, tiens, c'est bizarre que le point 4 et le point 1 ne soient pas sur la même isotherme, mais parce qu'en fait, ils ne sont pas exactement sur la même isobar. Parce que justement, ici, on va passer de 50 millibars à 42 millibars à cause des pertes de charge. Et donc, il y a aussi une petite différence au niveau de la température. Et surtout aussi, bah, là, si j'avais voulu faire une isotherme ou autre, il ne faut pas oublier que même dans un condenseur comme ça, j'ai des pertes de chaleur avec l'extérieur. Et donc, mon changement d'état ne se fait pas complètement de manière ni isobar à cause des pertes par frottement, ni isotherme à cause, un, des pertes par frottement et deux, de l'isolation de mon installation. Et on voit que j'ai un X qui est de 0,90, donc ça tombe bien, je suis au-delà des 0,88. La puissance électrique d'une telle machine, c'est 35 mégawatts. 35 mégawatts, c'est pas très très grand. C'est l'équivalent de 35 petites éoliennes ou d'une quinzaine de grosses éoliennes ou d'une dizaine d'éoliennes en mer offshore qui sont elles les plus puissantes. On voit que mon rendement isentropique de turbine est de 0,88. Celui de pompe est de 0,85. Le rendement de la chaudière, et pourtant je vous avais dit que c'était pas une chaudière très récente, est quand même de 94%. Le rendement mécanique, lui, c'est de 98%. Et le rendement du cycle est de 34%. Ça, c'est la partie énergétique. Donc, vous devez faire 0,34 fois 0,94 fois 0,98 pour savoir quel est le rendement total. Pour avoir 35 mégawatts, donc ça, je vous ai dit à peu près ce que ça représentait en éolienne. Mais sinon, ici, il faut vous dire que 35 mégawatts, vous allez pouvoir alimenter avec ça plusieurs milliers de foyers en électricité quand même. Et vous avez un débit de vapeur qui est de 31 kg par seconde. Hein, donc ça, c'est pas mal parce que 31 kg de vapeur par seconde, ça fait quand même des débits qui sont assez conséquents. Et un débit de combustible, pour vous donner une idée de ce que ça doit représenter à l'intérieur de la chaudière, ben, il y a quand même plus de 2 kg de CH4 qui sont brûlés par seconde. Et donc ça fait plusieurs mètres cubes de gaz qu'on brûle à chaque seconde, quoi. Alors comment sont réparties les différentes puissances dont je vous parlais ici? Eh bien, là, c'est pour vous donner une idée. Ici, quelle va être la puissance énergétique primaire? Donc ça, c'est la grande barre bleue. Ça, c'est ce que j'ai à la base comme puissance, hein. On est presque à 115 mégawatts total en chaleur. Ici, j'ai ma puissance qui est réellement effective. Ça, c'est ce que je vais vraiment avoir, donc les 35 mégawatts que je vais avoir vraiment converti en électricité. Du coup, ça, c'est la perte
à la source froide. Ça, c'est la perte au générateur de vapeur. Donc la chaudière, où je vous ai dit que 94%, c'était quand même pas mal. Et ça, c'est la perte mécanique. Donc on se rend bien compte en fait que c'est surtout sur les transformations de perte au condenseur qui sont elles vraiment dues au phénomène de thermodynamique qui est vraiment important. Comment est-ce que je peux essayer de réduire cette perte en condenseur? Ben, essayer d'avoir une qualité de vapeur vive plus haute et essayer de descendre plus bas à la source froide. C'est vraiment les deux seules choses sur lesquelles je peux jouer pour essayer de faire diminuer ceci ici. Alors, maintenant, je vais juste vous donner quelques illustrations de ce à quoi ça ressemble en fait une turbine à vapeur. Donc ça, c'est une turbine à vapeur, c'est le dernier étage en fait d'une turbine à vapeur. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette forme en diabolo? Eh bien parce qu'en fait, la vapeur est injectée au milieu et elle va partir de part et d'autre en fait de l'installation. Hein, donc en gros, ici, j'ai mis deux turbines qui vont être en opposition. L'intérêt, c'est quoi? C'est que si je l'amène au milieu en plus et que je pousse ici des deux côtés, eh bien, en fait, il va y avoir entre guillemets une annulation des efforts sur l'arbre, hein, parce que vous allez tirer d'un côté et tirer de l'autre. Ici, qu'est-ce que je peux aussi, pourquoi est-ce que j'ai aussi cette forme? Eh bien, parce qu'en fait, on voit que les ailettes, les aubages sont de plus en plus grands. Ce qui est normal parce que comme je suis en train de détendre la vapeur, elle va prendre de plus en plus de place. Et donc, ce diabolo, cette forme de diabolo que j'avais déjà évoquée dans la vidéo précédente, eh bien, ça, c'est ce qu'on retrouve toujours pour la turbine basse pression. Hein, vous le verrez par la suite dans vos études qu'il y a parfois, enfin, même souvent, un étage d'abord de transformation haute pression qui est après suivi par ces deux diabolos, enfin, ce diabolo à deux cônes pour la partie basse pression. Alors ici, oui, vous pouvez aussi vous dire que bah, l'arbre ici, il fait quelque chose comme 60-70 cm de diamètre pour vous donner une idée de la grandeur totale de l'installation, quoi. Alors ici, ça c'est pour vous représenter, tiens, à quoi ressemble une source froide, hein, ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'on fait avec la source froide? Eh bien, on va avoir de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tour de refroidissement au final? Ça c'est celle qui est représentée ici. Eh bien, on va aller prendre de l'eau en fait de la rivière pour faire, ça ce sera, on verra justement uniquement l'appoint ou la purge. Sinon, en fait, l'eau, elle va être prise dans un bassin qui se trouve en dessous de la tour de refroidissement. Et donc, en fait, l'eau ici, elle va quasiment tourner en circuit fermé. Pourquoi je dis quasiment? Ben parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pour refroidir cette eau, eh bien, on va venir pulvériser cette eau avec justement, en fait, ici, là, il y a un appel d'air, en fait, il y a une aspiration qui est faite. Donc, c'est en fait, une tour de refroidissement, c'est une espèce de grande cheminée pour avoir un tirage en fait, qui va se réaliser ici. Et donc, il y a l'air qui passe ici, va venir refroidir les gouttelettes euh, qui sont vraiment dispersées à travers une douche, entre guillemets, d'eau, dans laquelle vous pourriez aussi avoir des systèmes d'échange pour pouvoir ralentir la chute de l'eau et augmenter en fait l'échange avec l'air qui rentre. Et donc tout ça pour vous dire qu'on va essayer de refroidir un maximum l'eau ici et la collecter donc une fois refroidi à l'intérieur d'un bassin. Vous imaginez bien que justement quand on parle du fait qu'il y a un panache de vapeur d'eau qui sort d'une tour de refroidissement, etc., en fait il y a une partie de l'eau qui est évaporée, et donc cette partie d'eau qui est évaporée, il faut pouvoir la vider grâce à un appoint. Et ça c'est le fonctionnement d'une tour de refroidissement, et ça c'est un schéma de tour de refroidissement quand je vous disais que justement on essayait de mettre des éléments à l'intérieur qui parfois ralentissaient la chute de l'eau, parce que si vous faites juste une douche d'eau, eh ben, vous avez le temps d'échange entre l'eau et l'air, c'est juste le temps de la chute d'une goutte, alors que si vous venez mettre des plaques sur lesquelles l'eau va ruisseler, etc., eh bien vous allez ralentir celle-ci et permettre un meilleur échange euh, avec l'air qui est là pour le refroidir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une tour de refroidissement à tirage naturel, où on fait une espèce de cheminée, comme je vous ai dit, alors que ce qui existe également, eh bien, sont des tours de refroidissement avec une convection forcée. Si on regarde ici le schéma, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient rajouter un ventilateur, entre guillemets, tout au-dessus de la tour de refroidissement. Ces tours de refroidissement sont beaucoup plus petites. Vous devez payer la consommation de votre ventilateur, mais ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus compact si jamais vous devez installer votre centrale à l'intérieur, enfin dans une zone qui est plus urbaine où vous ne pouvez pas vous permettre une énorme tour de refroidissement ou autre, eh bien il y a des solutions qui existent. Ça c'est un troisième type
de source froide. Ça, c'est l'illustration ici. Et donc, comme vous le voyez, hein, avec le type de végétation, et ici, la photo est en noir et blanc, mais on se trouve dans une zone où il fait un peu plus ensoleillé qu'en Belgique. Et vous n'avez pas forcément toujours de l'eau à disposition. Et ce qu'on va faire ici, donc, c'est avec un aéroréfrigérant. Et donc là, vous allez simplement faire passer un échangeur, donc de l'air ici, à travers des systèmes d'échange. Vous voyez qu'en fait ici on a beaucoup de systèmes les uns à côté des autres, des gros ventilateurs qui vont en fait pulser l'air euh, dans des échangeurs de chaleur pour essayer de refroidir notre eau. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne vachement moins bien parce que comme c'est écrit ici, et vous le verrez plus en détail par la suite, on va travailler en ce qu'on appelle en température sèche, donc avec de l'air sec. Et donc, comme on ne fait pas d'évaporation d'eau, etc., eh bien, il y a un échange qui est vachement moins efficace, mais ça vous permet du coup d'avoir quand même votre centrale qui fonctionne. Ici, il faudra, en tout cas pour le cycle, un tout petit appoint d'eau, mais sans avoir besoin d'avoir un cours d'eau à proximité. Alors, je voulais juste vous montrer à quoi ressemble le schéma en fait d'une chaudière euh, à l'intérieur d'un cycle à vapeur. Juste pour vous dire que c'est pas tout très très simple dans le sens où on peut se dire oui, bah ça va, une chaudière c'est quoi? C'est euh, de l'air et du combustible et je fais passer un tuyau dans lequel ma vapeur va chauffer. Donc comme vous voyez en fait, bien il y a déjà ici dans la cheminée entre guillemets parce que ça c'est ce que vous allez voir ici, ça c'est mon évacuation. Bah, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon air et venir déjà le réchauffer avec la fin de mes fumées. Comme ça, mes fumées ressortent un peu plus froid et j'ai déjà de l'air un peu préchauffé avant de rentrer dans la chaudière pour qu'il ait un tout petit peu plus d'énergie et pour aussi améliorer la combustion. Alors ici, qu'est-ce que j'ai juste avant justement le chauffage de cet air comme échange de chaleur? Donc avec une des parties qui est un peu la plus froide, eh bien c'est l'endroit où je vais arriver en fait après ma pompe, donc avec l'eau qui est la plus froide. Hein, comme ça, le choc thermique n'est pas trop important et donc je vais arriver avec cette eau froide. Et puis alors après, une fois que je suis passé après euh, une première fois dans la chaudière, entre guillemets, mais je vais ici arriver dans une partie qui est le générateur de vapeur. Donc je suis encore liquide, je vais aller dans le fond, et cette eau liquide va être passée une première fois, puis une deuxième fois à l'intérieur de la chaudière, et là, sur le dessus, ici de mon générateur de vapeur, je n'ai que de la vapeur, hein, parce que par gravité tout tombe, et cette vapeur, elle est entraînée ici pour repasser une dernière fois dans ce qu'on appelle le surchauffeur, pour être sûr que je sois à l'état de vapeur surchauffée avant d'arriver dans la turbine. Hein, parce que la turbine, pour rappel, il faut qu'on évite toutes les formes de gouttelettes pour ne pas l'user, quoi. Et donc vous voyez qu'ici, c'est quand même assez complexe déjà comme enchevêtrement. Et à quoi est-ce que ça ressemble quand on va transposer ça dans une situation réelle? Eh bien, ça va ressembler à ceci. Hein, donc ici, ça c'est l'intérieur d'une chambre de combustion où là, vous voyez les deux énormes brûleurs et vous voyez tous les tuyaux ici autour qui sont là pour être des échangeurs de chaleur, avec même certains qui ont des formes un peu bizarres. Et donc ça, c'est ce que vous allez voir, donc les kilomètres, sincèrement, les kilomètres de tuyaux qui vont constituer chacune des chaudières. Et là, vous voyez, bah, ça c'est une chaudière à nouveau une chaudière gaz. Ici, hein, à chaque fois, ça, ce sont des brûleurs gaz. Et bien, vous voyez qu'il y a sur cette chaudière-là, il y a 6 brûleurs et vous voyez à nouveau la complexité en fait de tous les échangeurs de chaleur qui vont se trouver, quoi. Ce que je vous ai présenté donc juste avant dans le schéma simplifié, comment ça se traduit donc ceci ici avec, ok, il y a celle qui vient de la pompe et puis je retourne dans un générateur de vapeur, etc., etc. Et bien, une fois que vous devez le mettre en place à l'intérieur de cette chaudière, c'est ceci que ça vous donne. Ok, donc ça c'est pour vous montrer aussi que ce genre de machines en fait sont vraiment des pièces d'ingénierie très très poussées et des choses réellement super intéressantes à aller visiter. Alors ici, ben, pour terminer ce chapitre sur les cycles à vapeur, eh bien, je voulais vous présenter en fait un cycle un peu plus réel que ce qu'on avait vu. Hein, parce que bah, si vous vous souvenez, au tout début du cours, je vous ai montré un cycle dans lequel il y avait une pompe, une chaudière, une turbine et un condenseur. Bah, vous allez voir ici, ça c'est un cycle un tout petit peu plus réel dans lequel j'ai toujours ma pompe, j'ai toujours ma chaudière, sauf que bah, j'ai plus une turbine, mais j'ai 4 turbines, une haute pression, et on voit qu'en fait, à la sortie de cette haute pression, il y a, et ça c'est, vous le verrez plus tard pour ceux qui prennent électromécanique, il y a des soutirages. On va appeler ces phénomènes des soutirages. Et ici, j'ai aussi
un repassage ici à l'intérieur de ma chaudière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une surchauffe avant de rentrer dans la moyenne pression. Moyenne pression, elle aussi équipée de soutirage. Et puis je reviens vers ma basse pression qui, elle, est en forme de diabolo et le tout équipé à chaque fois de soutirage avec, après le condenseur ici, vous voyez cet élément dont je vous parlais tout à l'heure qui permet en fait ici de récolter de l'eau et récupérer une partie des soutirages et récolter de l'eau ici juste en dessous qui est bien de l'eau à saturation. Ok, bien j'espère que ceci vous aura intéressé sur ces petits, euh, ces petits cycles à vapeur et que ça vous donnera envie d'aller plus loin vers des cycles un peu plus complexes dans les années futures. Comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter.